On continue à parler de la compétition long métrage ici au Festival national du film de Tanger avec La mer au loin, le film de Saïd Himish Blarbi. Saïd, bienvenue à vous. C'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici. Cette fois-ci en réalisateur, c'est cool. Merci. Et nous avons également Mariam Hamdi, la directrice de prod du film. Bienvenue à vous. Merci. Saïd, on l'a dit, vous étiez déjà venu au festival en tant que producteur, cette fois-ci en tant que réalisateur, pardon. Je sais que c'est pas la première fois, mais à chaque fois, ça doit être un changement de casquette assez intéressant. Oui, alors, j'ai la chance de... Moi, j'ai vraiment commencé le cinéma en tant que producteur. J'ai eu la chance, c'est justement grâce à la production que j'ai pu reconnecter avec le Maroc, parce que quand j'avais fait mes études, je suis parti à l'âge de 11 ans, j'avais fait mes études en France, j'ai commencé à produire en France, et puis j'ai commencé à produire des réalisateurs marocains, comme Fawzi Ben Saïdi, Laïla Marrakchi et d'autres. Et bon, à un moment, j'ai eu la mauvaise idée de faire un film. Et en fait, en 2017, ma mère a déménagé de la ville où j'avais grandi. Et ce déménagement a provoqué en moi vraiment une question un peu existentielle d'identité. Je me dis, mais c'est où chez moi? Parce que j'avais grandi dans cette ville du sud de la France que je n'aimais pas. Fès m'a pris là, parce que quand je venais au Maroc, je venais à Casa. Paris, c'est une ville d'adoption. Casa, c'est une ville d'adoption. Donc, la réflexion m'a mené un peu à faire 3 films. Déjà, c'est le 3e, La mer au loin, sur la question d'identité, sur la question de où est-ce qu'on est chez soi, quel est le rapport au Maroc, quel est le rapport au pays d'origine, voilà. Et c'est un peu sur ce film-là, ce qui m'a plus particulièrement intéressé, c'est la question de l'exil. Oui, c'est l'exil, le thème central du film. On suit l'histoire de... Je vais vous laisser le pitcher, mais on suit l'histoire de Nour, donc, qui arrive à Marseille illégalement. Et c'est de là que tout part. Oui, alors, ce que je disais, c'est que je me suis rendu compte que l'exil était quelque chose qui était présent dans ma vie de tous les jours. C'était quelque chose que, quand vous êtes exilé, c'est quelque chose qui n'est pas juste... C'est vraiment en vous. Mais c'est quelque chose que vous pouvez difficilement expliquer à quelqu'un. C'est-à-dire, moi, même ma femme, j'ai du mal à lui dire ce que c'est que l'exil. C'est quelque chose de très lointain et de très proche en même temps. Et je me suis dit que c'était suffisamment intéressant comme concept. Et en fait, j'ai fait vraiment le film pour essayer de faire vivre aux spectateurs, aux spectatrices. Je dirais, le film aurait pu appeler ce sentiment de l'exil, essayer d'expérimenter le sentiment de l'exil. C'était l'ambition du film. C'est intéressant que vous utilisiez ce terme de « il est en vous », l'exil, mais en même temps, c'est l'absence de quelque chose au final. C'est quelque chose qui nous manque, l'exil. C'est l'absence de racines, ou en tout cas, ne pas savoir où elles se situent. Oui, alors c'est un peu pessimiste, mais quand vous êtes exilé, pour moi, Bon, quand vous êtes exilé, ce qui est mon cas, parce que je suis parti du Maroc à 11 ans, j'en ai aujourd'hui presque 40. Donc on parle quasiment de... Bon, même si grâce au cinéma, maintenant je vis en partie à Casa. Mais l'exil n'est pas irrévocable. C'est-à-dire, ça reste en vous, vous devez vous construire avec. C'est comme, des fois, c'est un peu grossier comme métaphore, mais je dis, voilà, vous perdez une partie de votre corps, vous n'allez pas attendre qu'elle repousse. Ouais. Vous devez vous construire avec, vous devez tracer un nouveau chemin. Et quand vous partez 20 ans et quand vous revenez, voilà, le Maroc a évolué, vous ne retrouvez pas le même pays, vous ne retrouvez pas les mêmes personnes. Donc vous devez vous réadapter en permanence à cet espace que vous avez essayé d'acquérir, qu'est la France dans mon cas, et qui n'est jamais vraiment chez vous, et le Maroc qui est votre terre, votre truc, que vous voyez modifier et les gens ne vous reconnaissent pas et qu'il y a quelque chose. Et donc l'exil s'insinue entre cette double absence, ce que les sociologues appellent la double absence, et c'est ce sentiment-là que j'essaie de développer, même si dans mon cas, encore une fois, j'ai eu la chance, encore une fois grâce au cinéma, de me reconnecter vraiment. Presque, je suis un bon exemple d'exilé qui a pu revenir. Je voulais questionner un tout petit peu plus une des facettes de votre identité qui est cette double casquette de réalisateur et de producteur. Au Maroc, ce n'est pas très curieux de trouver un réalisateur qui est en même temps producteur parce que l'industrie est ce qu'elle est et que voilà. Ouais. Vous avez fait le cheminement inverse, vous êtes parti de la production vers la réalisation. Ouais. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas un petit peu schizophrène quand on fait ça? Alors, moi, j'aime bien, je trouve que la vie et le cinéma, il faut s'amuser. Et il faut faire les expériences quand on a envie de les faire. Après, évidemment, il faut avoir les pieds sur terre et un film, il faut le financer, etc. Donc, il y a plein de contraintes. Mais quand on a envie de quelque chose et qu'on est assez fou pour convaincre des gens de nous suivre, il faut le faire. Par contre, ce que je ne comprends pas, et après c'est mon point de vue, je respecte tous ceux qui le font, je pense qu'un film doit avoir un producteur et un réalisateur différents. Parce que moi, je produis les films des autres, mais mon film, je ne l'ai pas produit. Ouais.
Moi, mon film, c'est Sophie Penson qui l'a produit de A à Z. C'est elle qui est allée voir les financiers. C'est elle qui a suivi les budgets avec les gens. C'est elle qui a fait le suivi avec Mariam qui a fait la fabrication. C'est des enjeux limite contradictoires pour l'un et pour l'autre. Ils sont complémentaires, mais quand vous êtes en prépa en tournage, vous ne pouvez pas les gérer les deux. C'est un moment, c'est schizophrénique. C'est même pas schizophrénique, pour moi, c'est irréaliste de penser faire les deux en même temps. Et pourtant, il y a des grands producteurs qui réalisent. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Nabil Ayouch, qui est un grand réalisateur et un grand producteur. Personne ne va dire le contraire. Mais pareil, il ne produit pas ses films. Il sait produire et il sait réaliser. Mais quand il réalise, je pense qu'il s'aide Amin Benjelloun, les coproducteurs, etc. Donc, c'est bien d'avoir des notions, mais il faut quand même des gens. Il faut se structurer, il faut des gens compétents. Voilà, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Sophie, Mariam, directrice de post-production, directrice de production Clélia. Donc, il faut des gens. Il ne faut pas croire que sinon, le métier ne sert à rien. Pourquoi on prend des producteurs ? C'est un métier assez important pour qu'on ne puisse pas avoir la prétention de pouvoir faire les deux de la même manière. Et quand je produis un film, je suis suffisamment occupé pour me dire que quand je réalise, je ne pourrais pas le faire. Donc, pour moi, c'est hyper important que quand je réalise des films, il faut que quelqu'un… À tel point que mon prochain film, il est produit par une autre société qui n'est pas la mienne. Ça n'a vraiment rien à voir avec la société. C'est clair. Je n'ai aucun… Voilà, c'est une autre société qui le fait et je ne m'en occupe même pas parce que c'est plus simple. Mariam, quand on travaille avec un réalisateur qui est aussi producteur le reste du temps, est-ce qu'il y a des challenges particuliers ? Est-ce qu'il y a des… Franchement, sur ce film, il était assez loin de la production. Il avait la casquette réalisateur, donc je n'avais pas à dealer avec lui comme je deal sur les autres tournages. En général, c'est le producteur, mais sur ce film-là particulièrement, c'était le réalisateur et juste ça. Il y a eu des challenges particuliers sur ce film de manière générale ? Des challenges, oui, on en a toujours. Pardon ? Le manque de prépa, je pense. Oui, le manque de prépa, ça c'est sûr. Parce qu'on était passé de la France au Maroc, il n'y avait pas eu cette pause-là. Et ça a été challenging. On va parler du film, justement, l'histoire de Nour, racontée sur 10 ans. Je vais vous laisser le pitcher. Alors, c'est la chronique, si j'essaye de faire court, c'est la chronique romanesque d'un Marocain sur 10 ans à Marseille, dans le milieu de Marseille, de la nuit, du rail, et c'est comment quelqu'un se construit loin de chez lui et comment les rencontres vont chambouler sa vie. C'est vraiment des rencontres qui vont ponctuer son histoire et on la suit sur 10 ans. De choisir de raconter l'histoire sur un temps long comme ça, avec des chapitres, ça vous a permis une structure particulière ? Alors, 10 ans, c'est le temps le plus court que j'aurais pu choisir. Parce que moi, ma carrière, j'ai 30 ans. Voilà, je ne pouvais pas avoir un comédien. Moi, je n'aime pas les effets numériques sur les comédiens, donc je voulais le même acteur et je ne voulais pas changer d'acteur. Donc, je me suis dit… Parce que l'exil, ce n'est pas l'immigration. L'exil, c'est… On n'a pas le choix, l'exil. C'est votre expérience sur le temps long. L'exil, c'est la fin du film. Et donc, l'exil, il doit se déposer en vous. Donc, j'avais besoin de ce temps long. Et comme c'est quelque chose de très intérieur, moi j'aimais le genre presque du roman d'apprentissage, de l'éducation sentimentale. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, à tel point que j'ai aimé le côté romanesque et littéraire de la référence. Et je me suis dit, bon, c'est intéressant comme traitement du temps, parce que comment raconter à 10 ans ? 10 ans, c'est long. Et à un moment, dans 10 ans, tu peux te rappeler d'une soirée. Très précisément d'une soirée, tu dis ouais, ce soir-là j'étais là, on a fait la fête, machin, j'ai rencontré un tel, etc. J'ai eu un coup de foudre, je suis tombé amoureux. Et après 2 ans, tu te rappelles de rien. Donc j'ai aimé ce travail sur les ellipses, sur l'étirement du temps, et les cartons m'ont beaucoup aidé à créer à un peu sculpter le temps pour qu'il soit un temps mental, un temps du souvenir et pas forcément un temps juste chronologique. On a un Ayoub Guetta qui est absolument brillant dans ce film. Bravo pour ce choix et bravo à lui pour sa prestation. Il arrive jeune, innocent, le visage tout frais. On imagine qu'il n'a pas traversé de la façon la plus simple, mais il arrive dans une Marseille qui peut être intimidante, qui peut être un monstre qui vous avale, surtout dans ces années 90, des années un peu folles, beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. Il y a une insouciance qui règne chez tout le monde et qui lui plaît, qui le laisse se dire qu'il va bien vivre là, même s'il y a les difficultés qu'on peut imaginer avec sa condition. Oui, ça c'était important pour moi parce que quand on parle en France d'immigrés, on pense qu'à la galère. Mais quand vous êtes immigré, vous êtes sans papier, vous ne vous levez pas le matin sans papier, le midi sans papier, le soir sans papier, vous avez une vie sentimentale. Et souvent, les immigrés dans le cinéma français, moi ce que je reproche, c'est qu'ils sont tout le temps cantonnés à leur spécificité d'immigrés.
Donc là, je voulais qu'il ait une vie amicale, amoureuse, d'amitié, de joie, de moments de fou pas rire. l'essentialiser dans de pas l'essentialiser dans sa statue. Et donc qu'il ait une vie normale. Et c'est vrai que Ayoub, il a eu le même trajectoire que le personnage, mais en 6 mois, parce qu'il est arrivé sur le tournage. Il a même appris au fur et à mesure sur l'accent, le français, etc. Donc il a eu un peu une trajectoire un peu similaire au personnage. Et il avait pour lui, comme le personnage existe beaucoup par les rencontres, Ayoub a pour moi cette qualité d'être très, très, très sensible aux autres et d'être à l'écoute, en tout cas dans le jeu. Dans le jeu, c'est quelqu'un qui est vraiment poreux au regard des autres, à ce que les autres disent. Et donc ça, c'était important dans la construction du personnage. Vous avez parlé de l'accent. Pourquoi avoir choisi de lui donner un accent algérien à ce personnage? Il a un accent de Oujda, Ok. parce que le film commence en 90. Et à l'époque, le rail à Oujda et la proximité avec l'Algérie était très, très importante. Et donc la proximité avec l'Algérie était très importante. Et à Marseille, les Marocains et les Tunisiens et les Algériens vivaient vraiment ensemble. Et à Marseille, il y avait une grosse communauté algérienne. Il y avait beaucoup de... Parce que les Marocains étaient un peu à Marseille, mais beaucoup aux alentours. Et les Algériens étaient très, très présents à Marseille. Et moi, je voulais vraiment faire, parce que moi, j'ai grandi aux alentours de Marseille. C'est une ville qui me tient à cœur. Et je voulais vraiment que le film soit dans les bars du rail de Marseille. Donc c'est pour ça, par vérité historique, j'ai décidé de l'inclure dans ce contextualisation socio-historique. Et le rail est un des personnages du film, c'est le fil rouge émotionnel tout au long du film. Votre relation à cette musique et les choix que vous avez faits? Alors, moi, c'est une musique j'ai grandi avec, parce que quand je suis arrivé en France, mes frères écoutaient ça du matin au soir. Ce que je vous disais là avant qu'on commence, c'est qu'on disait Mbli Barraï. C'est-à-dire c'était vraiment comme une drogue. On disait Willy Mskin Mbli Barraï. C'est-à-dire je me rappelle des cassettes et les gens écoutaient ça du matin au soir. Et j'ai un demi-frère vraiment qui était vraiment obsédé. Et donc j'ai grandi avec ces sons. Je les ai un peu oubliés pendant l'adolescence parce qu'à l'époque, rock, Nirvana, etc. Et avec l'âge et avec l'exil, le rail est revenu dans ma vie de manière très forte, presque comme une consolation. Et la musique a en elle quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne s'analyse pas. Elle vient, elle vous touche dans le cœur, parce que c'est mélancolique, parce qu'il y a quelque chose. Mais quand j'ai fait la tournée du film à l'étranger, les Portugais me disaient « mais nous, on ressent la même chose pour le fado ». Ou les Argentins, le tango, etc. Donc la musique, il y a quelque chose dans l'exil qui vient réparer quelque chose. Et c'est un peu ce qu'on emmène de plus facile avec nous, en fait, quand on part. Et c'est une connexion très forte. Donc, et comme je voulais que le film soit un mélodrame, le rail m'a permis à la fois d'être dans le mélodrame et dans l'exil. Et c'était un choix à la fois de fond, de ce que ça raconte et de ce que ça fait dans les personnages, mais aussi esthétiquement, formellement, le rail donne une couleur au film. Le film nous propose toute une palette d'émotions. Il y a le déchirement, il y a la contrariété avec les échanges avec la maman, l'incompréhension, le deuil, et à la fin une certaine résignation, mais en même temps enfin s'ouvrir sur ce que va être sa réalité au final. Quand vous avez fait ce film, qu'est-ce que vous imaginez laisser comme émotion chez le public qui va le voir? Qu'est-ce que vous avez envie qu'il partage avec vous? Moi, quand on fait un film, c'est difficile de répondre. Mais ce que j'espère, c'est que j'ai essayé d'être le plus sincère et le plus généreux dans l'émotion. J'espère juste que les gens sont émus par ce parcours et qu'ils se rendent compte de la complexité de ce parcours. Il ne faut pas mettre des grilles de lecture figées et préconçues sur l'identité des gens, puisque l'identité, c'est quelque chose qui se construit. On n'a pas tous eu la chance d'être dans la reproduction sociale et territoriale, c'est-à-dire je suis le fils d'une bonne famille dans une ville et que je peux... Voilà, donc chacun, et que des fois, les constructions d'identité sont très, très complexes et très mouvantes. Et j'espère que les gens sont émus par ce personnage, par ce qu'il a traversé, parce qu'il a aussi comment il s'est ouvert au monde. C'est un personnage qui, quand même, sort grandi. C'est un peu, je disais, c'est un roman d'apprentissage, c'est une éducation sentimentale. Donc, il y a de la désillusion, certainement, mais il y a aussi beaucoup de maturité.
Je veux juste rajouter ça, c'est un peu un personnage qui nous parle, enfin un film qui nous parle un peu à tous, parce qu'on a tous quelqu'un dans la famille ou quelqu'un de proche qui a été à l'étranger, qui a été dans l'exil et voilà. Donc c'est un sentiment qu'on peut facilement partager. Oui, moi je mort marocain, le public marocain, il a une connaissance de ce thème beaucoup plus aiguisée qu'à l'étranger. Et en même temps beaucoup plus cliché, parce qu'on en a une représentation ou bien de la galère dont on parlait tout à l'heure et de la mort entre les deux, ou de ceux qui sont partis et oh là là, aujourd'hui il va bien. Oui, mais en tout cas le public que j'ai rencontré, par exemple à Marrakech, à Meknès, à Casa, à Rabat, etc., j'ai été surpris par Oui, c'est un sentiment, peut-être qu'on ne le connaît pas bien, on ne l'a pas analysé, mais il est en nous. Parce qu'on est vraiment, il y a 15% de Marocains qui vivent à l'étranger. On a tous quelqu'un qu'on connaît en tout cas qui... Mais c'est énorme les chiffres, 15%, 6 millions de Marocains qui vivent à l'étranger. C'est une plus grosse diaspora. Oui, en France, on est parmi les plus grosses diasporas. Et donc c'est quelque chose... et en plus, c'est une diaspora qui est aujourd'hui plus que jamais est reconnectée à son pays d'origine, par le foot, par c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Donc même le fait que moi je fasse ce film, que je viens le montrer, c'est presque... Et que moi dans ma carrière, par exemple, moi que mon père soit parti en France pour travailler et que moi je suis revenu au Maroc pour travailler, c'est quand même assez éloquent, quoi. C'est très symbolique. Je ne veux pas trop rentrer dans la technique du film, mais juste je voulais faire une mention spéciale pour l'image que je trouve vraiment aussi mélancolique que ce sentiment que j'ai ressenti en voyant le film. Presque vintage, mais pas vraiment. En même temps, ce grain qu'on peut reconnaître de la pellicule. Mais, enfin, j'imagine que c'est pas de la pellicule. Non, mais c'est pas de la pellicule. Mais c'est un chef-op incroyable qui s'appelle Tom Harari, qui a travaillé sur le film Onoda, qui était un grand film, qui est vraiment quelqu'un de très très talentueux. Et on a essayé de donner une ambiance au film parce que je voulais pas que le film s'inscrive dans une relation sociétale d'aujourd'hui. Je voulais que le film qu'il y ait une douceur dans le film, qu'il y ait une émotion. La musique déjà participe à la mélancolie de l'exil. Là, l'image participe déjà à la mélancolie de l'exil. Donc je voulais un film qui soit à la fois dur, contrasté, mais avec une douceur, avec une référence à l'époque. Et moi, j'aime pas les films d'époque qui jouent à l'époque, parce qu'à un moment, ce qui compte, c'est les comédiens. Au final, on s'en fout de l'époque. Les artifices. Tu mets des gens qui sont en train de fumer une clope dans un café, avec une veste en jean, avec une musique rail, déjà, tu es dans les années 90. Donc, il n'y a pas besoin de surjouer l'époque, mais donner une idée, une atmosphère de l'époque. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment le sentiment plus que la réalité. Franchement, super film que je vous recommande chaleureusement. Est-ce qu'on a une date de sortie? Est-ce qu'on sait... Là, le film, il est en tournée au Maroc et il va continuer sa tournée après le festival, sur des projections événementielles pour l'instant. La mer au loin, c'est le film de Saïd Hamish Ben Larbi qui participe à la compétition long métrage. Il y avait également avec nous Mariam Hamdi, directrice de prod de ce film. Félicitations à vous deux. Merci de nous en avoir parlé. Merci.